Bien, nous allons voir ensemble un des ouvrages de Monseigneur de Lassus, un ouvrage qui a été très peu cité jusqu'à présent, L'esprit familial dans la famille, la cité et l'État. Il s'agit d'un petit opuscule de 240 pages, dans lequel Monseigneur de Lassus va brosser l'état de la vie de famille depuis la création jusqu'au 19e siècle. Et il va essayer, à travers cet ouvrage, de nous montrer qu'il y a à la fois des liens, des similitudes très fortes entre la vie de famille telle qu'elle est voulue par le bon Dieu et la vie de l'État, et que si l'on détruit la vie de la famille, on détruit et on abîme fortement l'État. En fait, il essaye de nous montrer à travers cet ouvrage que l'histoire de l'humanité, à travers les familles, séparées et isolées au départ, que l'histoire de la famille et de l'histoire de l'État se touchent, se rapprochent énormément l'un de l'autre, et que si l'on détruit la famille, on le verra par certaines lois par exemple, eh bien l'État lui-même se désagrège. Alors, il est vrai que j'avais prévu de vous donner quelques repères sur la vie de Monseigneur de Lassus, donc l'essentiel a déjà été dit. Je reprendrai juste certains points sans aller dans le détail. On peut dire que ce livre est une mine, il est né dans le pays des mines, ou pas très loin en tout cas, euh, comme Monseigneur Lefebvre aussi, qui était de Lille, donc de la région du Nord. Nous nous rappelons qu'il a, dès l'âge de 10 ans, il va vivre sous le pontificat principalement, mais pas exclusivement, du pape Pie IX. Et on a déjà parlé de l'influence qu'avaient eu certains événements, comme le dogme de l'Immaculée Conception. Il a à peine 18 ans quand c'est proclamé. C'est un élément sans doute important dans sa propre vocation et dans son ordination ultérieure. Et il est tout jeune prêtre lorsque les textes majeurs comme Quanta Cura et le Syllabus sont promulgués par le pape Pie IX. L'événement peut-être un des grands événements de sa vie, c'est sans doute bien sûr le Concile Vatican I, et Dom Besse, dont nous avons parlé hier soir avec M. Brière-Lotte. Dom Besse a cette phrase: Monseigneur de Lassus appartient à cette génération de prêtres qui était dans toute la maturité de l'esprit et du caractère quand le Concile Vatican I a défini l'infaillibilité pontificale. Et c'est vrai que Monseigneur de Lassus va suivre avec, comme beaucoup d'autres prêtres, avec enthousiasme les manifestations de la Renaissance chrétienne dont nous avons parlé d'ailleurs hier soir. Dom Besse a cette belle formule: Monseigneur de Lassus a cru à l'immutabilité du vrai. C'est vraiment une belle phrase parce que les modernes, et nous en sommes malheureusement un peu pétris, les modernes ont tendance à laisser croire dans leur esprit que le vrai peut bouger. Et Monseigneur de Lassus a voulu montrer, peut-être qu'il y était plus sensible en raison de la Révolution française, encore assez proche, il ne l'a pas connu bien sûr, mais peut-être qu'il a voulu, il a senti au fond de lui-même qu'il y avait ce profond décalage, cette profonde rupture avec la Révolution française qui détruisait la monarchie et la royauté, et il s'est dit, il faut essayer de retrouver, de remonter à l'origine notamment de la vie familiale. Je ne reviendrai pas sur des travaux qui ont été faits dans le sel de la terre par M. Medler, qui s'est intéressé en particulier à Monseigneur de Lassus. Simplement quelques éléments sur ses influences sur le plan de la doctrine. Bien sûr, le pape Pie IX dont nous avons parlé, le grand cardinal Pie et aussi Don Guéranger. Sur le plan de l'histoire et de la philosophie, nous avons entendu à l'instant parler de Frédéric Leplet, j'en reparlerai plusieurs fois. Il a manifestement eu un poids très important sur Monseigneur de Lassus, mais aussi Louis de Bonald, Joseph de Maistre bien entendu, ainsi que Louis Veuillot. Au total, on peut dire que Monseigneur de Lassus est à la fois en lui-même la reprise et la synthèse de l'esprit et de l'héritage contre-révolutionnaire. Il a réussi à prendre ce qu'il y avait de meilleur chez tous ces auteurs pour montrer la grandeur de l'œuvre de Dieu dans la création et dans la vie de famille notamment. Alors venons-en à cet ouvrage. 1910, nous sommes quelques années après la loi de séparation de l'Église et de l'État en France. Nous sommes un bon siècle après la Révolution française et les dégâts du XIXe siècle sont sensibles, notamment
comme on l'a vu à l'instant, par les conditions sociales et les conditions des ouvriers en particulier. Et face à cette misère, à ce paupérisme dont on nous a parlé avec beaucoup de justesse, il a voulu nous montrer qu'il fallait remonter à l'origine de la famille. Que la famille en elle-même est à l'origine des États. Alors, pour parler de ce sujet, Monseigneur Le Lassus fait une rapide bibliographie autour de 3 études. Je n'entrerai pas dans le détail, vous pourrez vous y reporter parce que ce livre est une mine. Il cite notamment Funk Brentano qui avait fait une étude sur la famille fait l'État. Il s'appuie également sur les travaux connus de Fustel de Coulanges dont je vous recommande la lecture pour comprendre la cité antique, pour voir comment elle était organisée, pour voir toute l'importance de l'autorité du père. Autorité certes païenne et qui n'était pas modérée par la charité, attention. Enfin, il s'appuie aussi sur l'étude de Jacques Flack, Les origines de l'ancienne France. Pour commencer, il s'appuie sur un texte de Cicéron. La famille est le principe de la cité, et en quelque sorte la semence de la République. Il s'agit bien sûr, République au sens gouvernement, nous sommes à l'époque de Cicéron bien sûr. La famille est le principe de la cité, elle est un petit peu comparable, si vous voulez, à l'arbre et la forêt. C'est-à-dire que chaque famille va donner peu à peu naissance, en grandissant, en se développant, à la cité. Et elle va constituer l'élément de base, la cellule élémentaire, comme on le dira par la suite, la cellule familiale constituera un élément du grand organisme que constitue l'État. À cette phrase de Cicéron fait écho la phrase de Léon XIII dans Sapientiae Christianae. La famille est le berceau de la société civile, et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée des États. Cette phrase est vraiment magistrale pour montrer le lien, on peut dire existentiel, entre l'État d'un côté et la famille, et entre la famille et l'État dans l'autre sens. En plus, le Saint-Père, dans ce texte, emploie un terme presque proscrit à notre époque, le terme de foyer. Quand on entend le terme de foyer, c'est pour entendre parler de femme au foyer avec une connotation très péjorative. Et quand on parle de foyer, c'est plus souvent pour des foyers fiscaux qu'autre chose. Donc, si vous voulez, le terme de foyer, bien sûr, dans l'ancien temps, c'était le foyer là où il y avait le feu, mais ça a un sens maintenant beaucoup moins fondamental, beaucoup moins vital qu'il ne l'était à l'époque. Et Monseigneur de Lassus, à travers son étude, repart je dirais, des familles des premiers siècles, des familles de l'Antiquité, famille donc qu'a beaucoup étudié Fustel de Coulanges, comme on le disait tout à l'heure. Chez les Grecs, les premières familles se sont organisées en fratries, c'est-à-dire, on pourrait dire des sortes de tribus, si vous voulez, au sens général du terme. Et chez les Romains, cela donnera la gens, et le chef de la gens, dans ses rapports avec ses clients, avec les gens avec lesquels il vivait, ce chef s'appelait le patron. On l'appelait le patron, donc pater, de la même famille, pour marquer les sentiments de paternité qu'il devait avoir à l'égard de ses clients, des gens avec qui il vivait, avec qui il travaillait. Plus tard, dans l'Occident, les familles qui vont se regrouper vont donner des mesnies. Je crois que c'est un noyau de compagnonnage, si j'ai bien retenu. Je vous rappelle que je ne suis pas historien. Et la mesnie, le chef de la mesnie va, à partir du Xe siècle, l'ensemble des personnes qui sont réunies sous son autorité, eh bien, ça s'appellera la familia. Donc là encore, les familles s'organisent, se développent, la vie sociale se développe, mais en même temps, on garde le terme de familia. Les lois qui apparaissent, si vous voulez, à Monseigneur de Lassus comme étant majeures pour expliquer le développement des familles, ces lois, la première, et il en parle dans d'autres livres qui ont été déjà cités, c'est l'autorité. Autorité, rappelons-nous, dans la famille, l'autorité vient du bon Dieu. Elle est par délégation donnée au Père, bien évidemment,
mais ça vient du bon Dieu. Donc l'époux reçoit cette autorité de plein droit. Le deuxième élément, la deuxième loi familiale sur lequel insiste Monseigneur de Lassus, c'est la hiérarchie dans la famille. Bien évidemment, ça veut dire que l'épouse sera soumise à son époux et que l'époux devra la respecter et que les enfants devront être soumis à leurs parents. Ce sont des évidences, certes, mais parfois des évidences sont combattues. Et le troisième élément, bien sûr, c'est l'union, la troisième loi familiale qui a permis aux familles de se développer et qui assurait leur prospérité, c'est l'union. Et de cette union a jailli, on peut dire, la paix familiale, l'entente familiale. Ça se trouve dans toutes nos familles, si on y réfléchit bien. Si on fait un rapide examen de conscience, il y a beaucoup à tirer de ces lois familiales. Pour corriger, pour continuer, mais il y a beaucoup certainement à réfléchir de notre part sur ces trois termes-là. Si on voulait schématiser la famille telle que le bon Dieu la recherche, on pourrait la symboliser de cette façon-là, si ce n'est qu'une schématisation, bien évidemment. Le double trait extérieur représentant l'union qui doit unir les membres de la famille, un petit peu comme la double membrane d'une cellule humaine. Mais les ennemis de la famille, dont nous avons longuement parlé dans les jours précédents, ont cherché et cherchent encore par tous les moyens à détruire la famille. Un des aspects sur lesquels on pourrait bien longtemps parler, bien évidemment, ce sont les lois. Je n'entrerai pas dans tout le détail de ces lois. La loi sur le divorce, bien évidemment, détruit l'union au sein de la famille, c'est une évidence. Mais il y a d'autres éléments qu'on entend un petit peu moins souvent évoqués. Vous savez qu'on parle assez souvent de l'autorité parentale. Mais l'autorité parentale, c'est bien l'autorité de l'époux qui disparaît, puisqu'elle est désagrégée et mélangée. Il n'y a plus le terme d'autorité paternelle, mais on parle d'autorité parentale. De même, l'épouse a été retirée du foyer grâce notamment à l'émancipation de la femme, l'émancipation financière qui a été voulue par la loi. De même, l'époux, à une certaine époque, il y a une cinquantaine d'années, avait seul le droit de vote, et la femme a reçu le droit de vote pour redevenir l'égale de l'homme. Il faudrait aussi parler d'un certain nombre de propositions, pardon. C'est très récent, ça a moins d'un mois. Nous connaissons tous pour les enfants les écoles maternelles. L'idée est de les rebaptiser écoles paternelles. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, je reconnais, mais c'est tout de même très très intéressant, je trouve, dans le choix des propositions. De même que vous avez sans doute entendu parler dans la vie économique du congé de maternité, lié bien évidemment aux grossesses. Et un des projets d'un ministre du gouvernement actuel est d'imposer au mari un congé de paternité égal au congé de l'épouse. Et la raison est officielle, pour nuire de façon équivalente à la carrière de l'homme. Autrement dit, ces attaques multiples, et ce ne sont que quelques exemples, aboutissent à désagréger la famille, à mettre l'homme, l'enfant et la femme au même niveau, dégradés bien évidemment, et autant, si vous voulez, la famille que nous voyons avant a une dimension tournée vers le bon Dieu, puisque l'autorité vient d'en haut, autant là il n'y a plus d'autorité, tout le monde est l'égal de l'autre. Vous noterez aussi au passage que la cellule familiale n'existe plus, que l'homme, excusez-moi de l'expression qui est malvenue, mais que l'homme peut remplacer la femme et inversement, et que vous pouvez mettre à droite ou à gauche l'un et l'autre de ces termes, si vous voyez ce que je veux dire. Et que donc, dans les mois qui viennent, on va en entendre parler de ces projets, on est dans une autre phase, une nouvelle phase de destruction de la famille, gravissime,
confère l'Ancien Testament, Sodome et Gomorrhe par exemple. Pour comprendre ces attaques contre la famille et voir leur origine, Monseigneur de Lassus parle d'un texte notamment qu'il a trouvé de Cambacérès. Et ce texte est intéressant parce que nous sommes au début de la Révolution, en 1790, si je me souviens bien, et Cambacérès a bien senti le nœud du problème dont nous avons parlé à l'instant, c'est-à-dire que l'époux a l'autorité et que cette autorité est quasi royale. Le terme est très beau. De même que le roi tient son autorité de Dieu, l'époux tient son autorité également de Dieu. Et c'est la Révolution a voulu détruire le trône et l'autel, et on voit dans ce texte exactement la même idée, associée à l'égalité. L'égalité qui reste un objectif dont on a parlé tout à l'heure. L'égalité ne sera en effet parfaite qu'à la condition qu'on abolisse l'autorité du Père. Et pourquoi commander aux enfants? De quel droit? Plus d'obéissance, sans quoi plus d'égalité. On a parfois tendance à croire que mai 68 c'était une révolution au sens d'une inversion. Certes, il y a eu l'inversion, il y a surtout la destruction très forte, très organisée de l'autorité, qui aboutit au nivellement de toute autorité, et en particulier de celle qui nous intéresse, de l'autorité dans la famille. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social au chapitre 2, écrit « Les enfants ne restent liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui. Sitôt que le besoin cesse, le lien naturel se dissout. » Comme si c'était virtuel, comme si la vie familiale était virtuelle, alors que c'est un lien naturel et qui est évidemment complètement réel. Et il a cette phrase, la famille elle-même ne se maintient que par convention. Je souligne le mot convention parce qu'il y a une convention qui a été fait l'objet d'une loi il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Pax. Et le mot Pax a été choisi pas tout à fait au hasard, parce que ça veut dire aussi paix, mais c'est une singerie de la paix telle que nous l'avons évoquée au-dessus. Alors de même que Monseigneur de Lassus développe les lois familiales dont nous avons parlé, il existe des lois sociales. Et vous pouvez vous y attendre, nous allons retrouver dans les lois sociales les mêmes trois grandes lois qui permettent à la famille de se développer. Les États, les gouvernements, si l'on prend au moment du Moyen-Âge, sont particulièrement chers à Monseigneur de Lassus parce qu'ils ont su appliquer la première loi qui est l'autorité, mettre en place une hiérarchie qui était bon an mal an suivie grâce à toute l'organisation de la société, avec notamment les compagnons, donc les corporations, tout ça a été organisé. Et il y avait une union sociale autour du roi, en particulier, qui, aux yeux de Monseigneur de Lassus, est en quelque sorte l'exemple le plus avancé de réussite de la vie sociale. Alors disons quelques mots du roi. Le roi Monseigneur de Lassus en fait plusieurs fois mention dans un chapitre, et il se sert notamment de La Bruyère, car vous vous rendrez compte tout de suite, à travers toutes les citations que je vous ai faites, que Monseigneur de Lassus est un puits de science. C'est une mine, ce prélat, et son livre est une mine aussi. La Bruyère, qui a, vous le savez, un art consommé de la description des portraits, dit « Nommer le roi père du peuple, c'est faire moins son éloge que sa définition. » Et c'est tout à fait juste. Combien de textes racontent, je dirais, la joie débordante qu'avait le peuple lorsque, par exemple, naissait un dauphin. Et il cite les scènes de liesse populaires. Les gens, véritablement, étaient dans la joie. Et Monsieur de Tocqueville dit « La nation avait pour le roi tout à la fois la tendresse que l'on a pour un père
et le respect qu'on ne doit qu'à Dieu. Belle expression également qui montre aussi que dans la personne du roi, il y avait à la fois le côté humain et un côté divin. Quant à Michelet, il a écrit « Des entrailles de la France sort un cri tendre d'accent profond, mon roi ». Oui, la France de l'Ancien Régime, on a du mal à l'imaginer, était attachée véritablement à la personne, à la famille du roi. Et il n'hésite pas aussi, si vous aimez l'histoire, je pense que vous vous régalerez, à justifier que la mort de Louis XVI est une erreur, nous avons parlé d'erreur démocratique, en voilà une belle. Il montre en fait que plusieurs personnes ont voté plusieurs fois, et que donc ce n'est pas une majorité d'une voix, mais une minorité de 13 voix qui a condamné Louis XVI à mort. Mais pour que le modèle social de la monarchie tienne la route, il était nécessaire que dans toute la société, je dis bien dans toute la société, on puisse s'élever vers le bien, et grâce à la vertu. Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, les familles qui se développaient, qui se sont imposées, notamment au moment de la féodalité, c'était des familles qui d'abord avaient pratiqué en leur sein pendant des décennies la vertu, les vertus. Et vous le verrez par la suite, c'était un véritable héritage. Donc, ensemble des familles qui, tout au long de leur histoire, ont su pratiquer des vertus, par exemple, des vertus de force ou de courage. On pense aux croisades, par exemple, hein, qui ont su développer de nobles sentiments, de générosité pour construire des hôpitaux, dans l'abnégation également. Des gens qui ont été aussi, qui se sont fait connaître pour des services rendus au pays au moment soit de colonisation, soit de bataille. Donc ça, c'est grâce à cette ossature de l'aristocratie que la France et que la monarchie a pu se développer et atteindre la grandeur, à la fois atteindre sa grandeur et se maintenir durant des siècles. Mais Monseigneur de Lassus n'est pas dupe. Il se rend bien compte que les siècles se sont écoulés, si l'on prend la féodalité jusqu'à la Révolution, mais que malheureusement, il y a eu une décadence. De l'aristocratie féodale, qui était consciente de ses devoirs et qui pratiquait la vertu, on est passé peu à peu, au moment de la Renaissance, à une aristocratie plus foncière, qui elle-même par la suite a donné naissance à une aristocratie d'argent avec toutes les dérives que nous pouvons y associer. Alors voyons maintenant des remèdes pour reconstruire le corps social. Le premier d'entre eux, c'est de restaurer la famille. Monseigneur de Lassus cite notamment Monsieur de la Tour du Pin, qui a cette belle phrase « La famille doit toujours être considérée comme une entité morale, économique et sociale persistante, dont la perpétuation est à préparer par l'éducation et à seconder par l'organisation de la société. » Ce n'est pas une mince chose, effectivement, que de construire cette cellule familiale. Il faut qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse se perpétuer. Il faut dire qu'elle est exposée quand même à quelques dangers. Et par exemple, j'ai mis les années volontairement en point d'interrogation parce que c'est toujours d'actualité. Le texte précédent peut être complètement changé. La famille doit être rejetée comme une entité morale, économique et sociale, et sa destruction est à préparer par l'éducation et à seconder par l'organisation de la société. C'est exactement les éléments dont nous parlions tout à l'heure. On peut détruire habilement et méthodiquement par un plan longuement préparé la famille. Il faudrait ajouter aussi, pour
compléter un peu les lois dont nous avons parlé tout à l'heure, les lois sur la contraception, les lois sur l'avortement, qui permettent non seulement d'afficher entre guillemets ce qu'on appelle une libération de la femme, mais en fait c'est un moyen de l'extraire du foyer, ni plus ni moins, un moyen terriblement efficace. Voilà. Bon. Alors, pour régénérer la société, Léon XIII nous dit qu'il faut revenir en fait à l'état d'origine. C'est-à-dire revenir au moment où, aux heures de prospérité et de bonheur, les différentes classes de la société avaient basé leurs relations sur des sentiments qui régnaient dans le foyer familial. Ça veut dire notamment que, et Monseigneur de Lassus en parle longuement, que les classes dirigeantes et les classes dirigées, elles doivent vivre ensemble et avoir des relations, on peut dire familiales, c'est-à-dire à l'opposé de la dialectique dont on nous a plusieurs fois parlé. Il y a du travail à faire, c'est clair, mais voilà l'idéal en fait. Si suffisamment de familles vivaient dans des relations d'entente comme nous l'avons vu, dans toute la société, eh bien, on pourrait espérer avoir dans les classes sociales une meilleure entente, un meilleur apaisement. Je sais que c'est un programme vaste et long, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour restaurer la famille, le premier point, c'est de restaurer l'autorité du père. Monseigneur de Lassus cite Auguste Cochin, qui a ces belles expressions qui mériteraient presque des développements. Au mari, le travail et les gains du ménage. À la femme, les soins et la direction intérieure. Alors, intérieur, hein, je dis bien le mot. N'oubliez pas ce mot-là, parce qu'on pourrait en rester, oublier le mot intérieur. Non, la direction intérieure au sens de l'organisation du foyer dans sa vie pratique. Le mari gagne, la femme épargne. Bon. Oui. Il y a de quoi dire. Le mari nourrit les enfants, la femme seule les élève. C'est vrai et c'est faux, je trouve. Parce que le père a un rôle très important dans l'éducation. Cette formule-là me paraît douteuse, me paraît un peu caricaturale. Enfin, le mari est le chef de la famille et la femme en est le lien. C'est vrai que le lien dans la famille, le lien avec les enfants en particulier, le lien avec le mari aussi, bien sûr, mais ce lien est fondamental. Fondamental. Et parallèlement à l'autorité du père, il faut restaurer la sainteté de la femme. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est à la femme d'être sainte et au père d'exister. Et l'homme n'a pas à l'être. Attention. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est une sorte de rôle ontologique donné à l'un et à l'autre. Ça ne veut pas du tout dire que l'un ne doit pas exercer, que la femme ne doit pas exercer d'autorité, ni que l'homme ne doit pas être saint. Attention, hein, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Monseigneur de Lassus trouve ces belles expressions. L'épouse, la femme chrétienne sanctifie l'homme en tant qu'époux. C'est vrai que on a tendance à dire que la femme est plus portée sur la dévotion, pour dire les choses de façon un peu simpliste, mais elle peut en tout cas être un rappel à l'ordre à l'homme qui peut être emballé par ses affaires, c'est vrai. En tant que mère, la femme chrétienne sanctifie l'homme en tant qu'enfant. C'est une évidence par la prière du soir en particulier, ou la prière du matin, ou tous les conseils qu'elle peut leur donner. C'est une évidence, oui. En tant que fille, elle peut édifier son père. Édifier, là encore, valeur de l'exemple. En tant que sœur, elle peut améliorer son frère, même si c'est un frère Élise.
Et Joseph de Maistre a cette très belle formule, c'est sur les genoux de la mère que se forme ce qu'il y a de plus excellent dans le monde. Et si vous lisez ce livre, vous verrez que Monseigneur de Lassus cite Saint Bernard, Saint Denis l'Aréopagite, enfin plein de saints qui reconnaissent l'importance qu'a eu leur mère dans leur vocation, mais aussi dans leur propre sainteté. Ils en reconnaissent très spontanément l'importance, voire le rôle clé. Et ça, il faut vraiment que nous le gardions en tête. Alors, si l'on restaure d'une part l'autorité du père, d'autre part la sainteté de la famille, les familles dites traditionnelles, c'est le terme même qu'emploie Monseigneur de Lassus, pourront se reconstituer. Et il les définit comme ayant un double patrimoine, un patrimoine matériel et des traditions. Les deux, pour lui, sont fondamentales. On ne peut pas ignorer l'un et l'autre. Il tempête et met comment dire, en garde contre la spoliation au moment des lois de la loi au moment des successions, la spoliation qui prive la famille des biens qui ont été acquis par le père précédemment. Et le partage imposé dans la famille est souvent une catastrophe, bien évidemment, par rapport au patrimoine. Lui, Monseigneur de Lassus, dit peut-être qu'on peut modifier ces lois, bien évidemment, mais la chose que l'on doit transmettre, ce sont des traditions, ce sont des éléments patrimoniaux immatériels, mais qui sont fondamentaux. Par exemple, la barre est élevée, la sainteté, la force morale d'un ancêtre, qui est un illustre, un illustre ancêtre et dont on doit rester fier et dont on doit respecter l'image, les qualités intellectuelles de tel ou tel membre de la famille, des aptitudes manuelles d'un artiste, par exemple, ou autres qualités. Voilà ce patrimoine qu'il faut transmettre. Un élément pratique dont parle Monseigneur de Lassus, que j'ignorais, s'appelle le livre de raison. Le livre de raison est un document qui était élaboré de génération et transmis de génération en génération et qui expliquait aux derniers vivants actuels de la famille d'où venait la famille, quelle était sa position dans l'histoire, quelles avaient été ses œuvres, ses échecs et comment elle s'était constituée à travers les siècles. Et puis, dans ce document, on trouvait aussi les idées ou les sentiments qui avaient guidé la famille tout au long des siècles. C'est une belle et grande chose. Je ne crois pas que ce soit très répandu. En fait, il contient tout ce que moralement et matériellement constitue la famille et surtout son héritage. Reconstruire l'aristocratie. Alors, entendons-nous bien là-dessus. Monseigneur de Lassus est très clair. Il dit très bien, l'aristocratie ne se confond pas du tout avec la noblesse, même si dans le parterre ici, il y en a des représentants. Non, il dit notamment, il y a de l'aristocratie au milieu du peuple. Et quand celle-ci se forme par le travail, par l'épargne, et par le frein qu'elle sait mettre à ses appétits, on nous a parlé tout à l'heure très justement de la tempérance, et c'est effectivement un moyen fondamental pour constituer une aristocratie, encore une fois, à tous les niveaux de la société. Et en sens inverse, il y a du peuple dans les classes élevées, dans les familles qui, par leur vice, se déforment, se détruisent et retombent dans la foule. Expression très forte. On voit bien qu'il a bien les trajectoires possibles en tête. Alors, Monseigneur de Lassus, vers la fin de son livre, évoque le cœur de la France. Et pour lui, il s'agit ni plus ni moins que des élites. Des élites qui ont gardé quelque chose de l'esprit des anciens. Il dit bien quelque chose. On sent tout de même peut-être dans ce quelque chose l'effet de la Révolution 110 ou 120 ans avant. On sent bien qu'il est un peu inquiet par rapport à ce qui s'est passé. Mais voyons
qui il met dans le cœur de la France? Il y met d'abord le clergé, en particulier les prêtres séculiers et réguliers, qui ont su conserver la doctrine, qui la présente dans sa pureté et qui prêchent la sainteté aussi bien par l'exemple que par les paroles. Mais il y met aussi la partie de la noblesse qui a su rester fidèle aux principes d'honneur et aux sentiments de la charité chrétienne. On est loin donc de l'autre partie qui a été évoquée précédemment. Ainsi que de la bourgeoisie vertueuse qui, elle, a su rester attachée au catholicisme, qui ne s'est pas laissé enfermer par le scepticisme ou par la cupidité. Quelle perspective cela nous donne-t-il? Monseigneur de Lassus dit évidemment, on pourrait envisager de changer le gouvernement, de changer les lois. Si on le peut, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le plus immédiatement possible. Ce qui nous est immédiatement possible, c'est d'agir sur nous-mêmes, d'agir sur notre propre âme, car en citant notamment Fustel de Coulanges, il dit que le ressort de l'homme, c'est son âme. Et donc, si on agit à ce niveau-là, on peut restaurer, au niveau de la famille, l'autorité telle qu'elle doit être, et ainsi, peu à peu, contribuer à restaurer l'ordre social tel que le bon Dieu l'a voulu. Monseigneur de Lassus nous dit, si les États sont à l'image des familles qui le composent, les familles sont ce que font les autorités paternelles. Il y a donc un devoir important pour les pères de famille de se mettre au travail pour restaurer, autant que faire se peut, la cellule familiale, et en tout cas la préserver si elle existe déjà, bien sûr, pour assurer que les enfants, par la suite, préserveront le modèle familial dont nous avons parlé précédemment, pour que peu à peu se créent autant de nouvelles cellules familiales qui reconstitueront un nouvel ordre social chrétien. Et nous avons entendu parler de Frédéric Leplay tout à l'heure, et c'est lui encore qui va nous guider. En rendant au Père son autorité, il dit, nous restaurerons le ministre de Dieu dans l'ordre temporel. Donc, il y a de quoi faire pour le père de famille. Il est le ministre de Dieu, il doit avoir cette vision dans son rôle à cette dimension. C'est très important. Et l'autorité paternelle accomplira ce qui est au-dessus des forces de toute autorité publique. Au-dessus des forces de toute autorité publique. Ce rôle-là, nous pouvons le jouer, nous devons le jouer, surtout si les temps sont durs, surtout si les lois ne nous sont pas favorables, c'est vrai. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en nom de Dieu, les hommes de Dieu batailleront et Dieu donnera la victoire. Je vous remercie.